Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons faire le sujet du brevet d'Asie de juin 2022. Alors je vais écrire les différentes étapes pour que vous puissiez le faire correctement. Déjà, vous cliquez sur le lien pour voir le sujet. Donc vous relisez bien le sujet en entier. Ensuite, vous commencez par l'exercice qui vous paraîtra le plus simple. Et vous allez le faire en 2 heures, en suivant le timing que je vais vous donner exercice par exercice. Vous essayez de l'écrire comme si vous étiez en brevet, hein, au propre, bien évidemment. Et puis, voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et bon courage. Donc voici le sujet, donc l'exercice 1. Donc l'exercice 1 portera sur un petit programme de calcul dans lequel on vous donne une situation et on vous demande de les expliquer. Vous avez 20 points, donc en général, si vous avez 20 points, il suffit de le faire en 20 minutes. Ensuite, vous avez l'exercice 2. L'exercice 2, c'est de la géométrie, qui traitera sur la géométrie. Donc là aussi, vous avez 20 points, donc vous essayez de le faire en 20 minutes. Alors bien évidemment, quand je dis 20 minutes, c'est-à-dire que vous avez prendre le temps de le faire au brouillon, mais ne pas rédiger tout au brouillon, et ensuite l'écrire au propre. Ensuite, vous avez l'exercice 3, où c'est un exercice de statistique et probabilité. Donc la même chose, vous avez 20 points, donc 20 minutes. Ensuite, l'exercice 4, où c'est un mélange entre un peu de proportionnalité et aussi programme Scratch, algorithme. Et enfin, l'exercice 5. L'exercice 5, c'est de la géométrie dans l'espace. Et dans cet exercice-là, vous avez les coordonnées géographiques sur une planisphère. Et ensuite, répondre à des questions qu'on va avoir ultérieurement. Donc là, comme je vous ai dit, vous avez le sujet et vous essayez de le faire en respectant le timing des exercices que je vous ai donnés. Alors, maintenant, commençons par l'exercice 1. Donc, dans cet exercice-là, on vous dit est composé de 3 situations. La première, c'est celle-ci. Alors, on a ce petit programme de calcul. Donc, on considère ce programme un nombre de départ, soustraire 7 multiplié par 5, soustraire le double du nombre de départ, et enfin donner le résultat. Donc, dans la question 1, on vous dit de montrer que si le nombre de départ est 10, le résultat obtenu est moins 5. Donc, on commence. Si je prends le nombre de départ 10, la première étape consiste à soustraire 7. Alors, 10 moins 7, ça va me donner 3. Ensuite, on multiplie par 5. 3 fois 5, ça me donne 15. Ensuite, on soustrait le double du nombre de départ. On soustrait le double du nombre de départ. Le nombre de départ, c'est 10. Donc, 15 moins 20, ça me donne moins 5. Et c'est bien ce qui a été donné. Ensuite, dans la question 2, on dit on note x le nombre de départ auquel on applique ce programme de calcul. Et là, on vous donne 4 expression A, expression B, expression C, expression D. Parmi les expressions suivantes, quelle est celle qui correspond au résultat du programme de calcul?
Là, on dit aucune justification n'est attendue pour cette question, mais par contre, nous, on va bien évidemment justifier. Alors, on va faire exactement la même chose. Je prends x au départ. Je lui enlève 7, donc ça va me donner x moins 7. Ensuite, on multiplie le résultat par 5, donc l'affaire, là, attention. On multiplie, donc je dois mettre des parenthèses. Donc c'est 5 parenthèses x moins 7. Ensuite, on enlève le double du nombre de départ. Donc on enlève moins 2x. Et donc là, on va avoir 5 facteur de x moins 7 moins 2x. Alors, quand on regarde, est-ce que c'est là? Non. Est-ce que c'est celle-là? Non. Est-ce que c'est celle-là? Non. Donc c'était la réponse C. Donc voilà pour la situation 1. Dans la situation 2, on vous donne le repère, celui-ci, la droite D qui est en rouge. Donc elle représente une fonction linéaire parce qu'elle passe par une droite qui passe par l'origine. Le point A appartient à la droite D, ce point-là. À l'aide du graphique, détermine l'image de moins 2 par la fonction f. Alors, moins 2, il est là. Donc pour tout déterminer l'image, on descend, ça coupe ici, et on lit moins 4. Donc là, on est écrit. Donc je cherche l'image de moins 2. Je viens là. Donc ça me donne moins 4. Et donc pour une bonne rédaction, on écrit par lecture graphique. L'image de moins 2 et moins 4. On peut écrire f de moins 2 égale moins 4. Ensuite, la question 2, on vous dit déterminer l'expression de f de x en fonction de x. Bon. Alors ici, vous avez deux possibilités. Donc, la première, c'est celle-ci. On sait que une fonction linéaire est de la forme suivante. F de x égale a fois x. Et il faut déterminer le a. Alors c'est pour ça que là, je vais vous donner deux méthodes. Alors la méthode 1, on sait très bien que elle passe par le point A. Alors je ne vais pas utiliser le deuxième point parce que imaginons que vous vous êtes trompé ou je ne sais pas, ça peut arriver. Là, moins 4, vous écrivez 4. Et donc il vaut mieux toujours utiliser les points qu'on vous donne. Donc là, on sait très bien que le point A appartient à la droite D. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce point-là, ça, c'est l'abscisse, et 6, c'est l'ordonnée. Ça veut dire que c'est l'image de 3 égale 6. Donc, si l'image de 3 égale 6, il suffit de remplacer 1 ici. Donc on aura f de 3 qui est égal à 6, me donne a fois 3 égale 6, et donc a égale 6 sur 3, qui me donne 2. Et donc, on aura l'expression de la fonction f de x égale 2x. Ça, c'est la méthode 1. La méthode 2, c'est coefficient. On sait très bien que le a qui est là, c'est le coefficient directeur de la droite. Donc, je l'écris ici.
Hein, le A, c'est le coefficient directeur de la droite. Donc, comment on le détermine? Bah, ici, c'est facile. On voit bien que là, si je me déplace de 1 vers la droite, je monte de 2 pour toucher la courbe. Donc, en fait, A égale, c'est les variations de Y sur les variations de X. Comme je me suis déplacé de 1 vers la droite, je suis monté de 2 pour toucher la courbe. Et donc A égale 2. Voilà. Donc, soit vous utilisez cette méthode algébrique, soit vous utilisez cette méthode géométrique. Voilà pour la situation 2. Dans la situation 3, c'est de la géométrie dans l'espace. Donc, on vous donne une pyramide. On vous dit le dessin ci-contre représente cette pyramide de sommet G et de base ce rectangle CDEF. Les dimensions, ils sont ici. On vous demande est-ce que le volume de cette pyramide, est-ce qu'il est supérieur à 20 litres? Bon, déjà, il y a deux choses à connaître ici. D'abord, le volume d'une pyramide, et ensuite, passer de centimètres au litre. Donc voilà, d'abord, on sait que le volume d'une pyramide, c'est l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Donc ici, l'aire de la base, c'est l'aire du rectangle. Rectangle, donc on sait très bien que c'est longueur fois largeur. Donc ça va être ED, c'est 30, fois la DC, donc qui est égal à 40, ce qui va nous donner 1200 cm². La hauteur ici, c'est GH, donc on va multiplier par 55. Donc du coup, on aura le volume égal 1200 fois 55 divisé par 3. Et ça nous donne 22 000 cm3. Sauf que là, on parle de litres. Alors, il faut savoir que 1 litre égale 1 décimètre cube. Que 1 décimètre cube égale 10 puissance 3 centimètres cubes. Alors, comment savoir, comment le faire rapidement? En fait, pas de problème. Vous avez 1 décimètre égale 10 cm. Je veux au cube. Je mets au cube. Je mets au cube. Donc, on va avoir 1 puissance cube décimètre cube égale 10 puissance 3 centimètres cubes. 1 puissance 3, c'est 1. Donc on aura 1 décimètre cube égale 10 puissance 3 qui est égal à 1000 centimètres cubes. Voilà rapidement. Donc du coup là, pour transformer ça en litres, il suffit de diviser par 1000. Et là, ça va nous donner le volume égal à 22 décimètres cubes. Et 22 décimètres cubes égale 22 litres. Donc, le volume de cette pyramide est supérieur à 20 litres. Et voilà pour l'exercice 1. Dans l'exercice 2, on nous donne cette figure qui est à main levée. Les droites AB et CD sont parallèles. La droite AD et BC se coupent en E. Et on nous donne les différentes dimensions. Et on me demande d'abord de montrer que le segment EC mesure 4,8 cm. Et ensuite, le triangle ECD est-il rectangle? Donc,
On va d'abord répondre ensuite 3 parmi les transformations et 4 sur la donc on va d'abord répondre à la première question, deuxième, ensuite troisième. Donc ici, bien évidemment, nous sommes dans la configuration du théorème de Thalès, hein. Nous avons alors les droites sont séquentes, je peux l'écrire sous la forme, les points A, D, E, ainsi que les points B, C, E sont alignés. Ensuite, on a les droites AB et CD sont parallèles. Donc, on peut dire que, d'après le théorème de Thalès, on a les égalités des rapports. Donc ici, en général, on considère toujours le point qui regarde les parallèles. Donc là, vous avez les petites longueurs de ce triangle, les grandes longueurs. Donc soit vous partez les petites sur les grandes, soit les grandes sur les petites, peu importe, on aura toujours les mêmes résultats. Donc par exemple, on va dire EC sur EB égale ED sur EA qui est égal à CD sur BA. Donc, je remplace. Donc, on a EC, c'est ce qu'on cherche. EB, 7,2. ED, 3,6. Et EA, on l'a pas. CD, 6. Et AB, 9. Donc, ça veut dire qu'on va utiliser ces deux fractions. Donc, la règle de produit en croix. EC égale 6 fois 7,2 divisé par 9. Ce qui nous donne 4,8 cm. C'est ce qui a été demandé. Passons maintenant à la question 2. On dit est-ce que le triangle ECD est-il un rectangle? Donc là, bien évidemment, on va utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Donc ici, le plus grand côté. Donc, d'une part, CD au carré égale 6 au carré qui me donne 36 cm carrés. D'autre part, on calcule ED au carré plus EC au carré. 3,6 au carré plus ce qu'on vient de calculer, 4,8 au carré. Et ça me donne bien 36 cm carrés. Donc, CD au carré égale ED au carré plus EC au carré. D'après la réciproque, ou bien dire directement l'égalité de Pythagore, le triangle ECD est rectangle en E. Passons maintenant à la question 3. On dit parmi les transformations ci-dessous, quelle est celle qui permet d'obtenir le triangle ABE, celui-là, à partir du triangle ECD? Donc ils disent, il suffit simplement de recopier la réponse et aucune justification n'est attendue, mais bien évidemment ici je vais vous donner les explications. Donc symétrie axiale, homothétie, rotation, symétrie centrale, translation.
Alors ici, on a 3 transformations. La symétrie axiale, la rotation, la symétrie centrale, translation. Ces 4 conservent les longueurs. Symétrie axiale, rotation, symétrie centrale et translation. Toutes ces 4 transformations conservent les longueurs. Ça veut dire qu'elle va transformer un triangle en un même triangle, un rectangle en un même rectangle, etc. Sauf l'homoticie qui va soit agrandir ou bien réduire. Et là, on voit bien que ABE est un agrandissement de EDC. Les côtés sont proportionnels. Et donc, c'est une homoticie. La transformation qui permet d'obtenir ABE à partir de ECD, c'est une homoticie. Et on va aller beaucoup plus loin, de centre au haut. Et le rapport, il suffit de calculer les fractions, soit EB sur EC, ou EA sur ED, ou AB sur DC, ce qui me donnera le rapport de cette homoticie. Passons à la dernière question de cet exercice-là. On sait que la longueur BE, celle-là, est 1,5 fois plus grande que la longueur EC. L'affirmation suivante est-elle vraie? On rappelle que la réponse doit être justifiée. Donc ici, contrairement à tout à l'heure, il faut justifier. L'aire du triangle ABE est 1,5 fois plus grand que l'aire du triangle ECD. Bon, alors, étant donné que les longueurs sont proportionnelles, et le coefficient K égale 1,5, alors on peut dire que l'aire du triangle ABE est 1,5 au carré plus grand que l'aire du triangle ECD. C'est une propriété du cours. Quand on a les longueurs CK, l'aire c'est K au carré, et le volume c'est K au cube. Ensuite, si vous ne vous rappelez pas, par exemple, de la formule, étant donné que là, on sait qu'il est rectangle ici, donc il est rectangle ici, vous avez ce côté, vous avez ce côté, vous avez ce côté, vous avez ce côté, vous calculez l'aire de ce triangle, l'aire de ce triangle, et vous divisez, et vous allez voir que ce n'est pas 1,5 fois. Par exemple, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un contre-exemple. Donc voilà, concernant l'exercice numéro 2. Donc dans cet exercice-là, on vous donne un tableau sur les Jeux paralympiques de 2021. Donc là, il y a le classement par pays, suivant les médailles d'or. Là, on a suivant les médailles, pardon. Et là, on a les classements obtenus par les 15 premiers. Donc là, la question 1, combien de médailles d'argent l'Australie a-t-elle obtenu? Donc il suffit de regarder l'Australie. On regarde les médailles. Donc on voit que c'est 29. Donc la question 1, elle est rapide. Donc l'Australie a obtenu 29 médailles d'argent.
Ensuite, la question 2, calcule le nombre de médailles de bronze obtenues par l'Italie. Alors, on me demande de calculer. Ça veut dire que on ne l'a pas. Effectivement, quand on vient ici, on a le nombre de médailles d'or, l'argent, on n'a pas le bronze et on a le total. Donc, c'est un petit calcul simple. Donc, on a le total qui est égal à 69 égale 14 en or plus 29 en argent plus, on va dire, X en bronze. Donc, X égale 69 moins 14 moins 29 qui me donne 26. On écrit l'Italie a 26 médailles de bronze. Passons à la question 3. Quelle formule a pu être saisie en F2 avant d'être étirée vers le bas? Alors, F2, ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on calcule? Ici, on calcule le total. Donc, puisque je calcule le total, donc c'est la somme. Donc, on a deux possibilités. Soit on écrit dans la cellule F2, on a saisi 2 points. Donc, soit égal. Et donc, les médailles d'or, c'était dans la cellule A2. C2. Médaille d'argent, D2. Médaille de bronze, E2. Soit on écrit égal, somme, entre parenthèses, de C2 jusqu'à E2. Voilà les deux possibilités. Passons à la question 4. Pour chacune des deux affirmations suivantes, indiquez si elle est vraie ou fausse. On rappelle que les réponses doivent bien évidemment être justifiées. Affirmation 1, 20% des médailles obtenues par l'équipe de France sont en or. Alors, pour savoir, on vient ici, on cherche la France. Donc la France a obtenu 11 médailles d'or sur un total de 54. Donc, c'était 54. L'or, c'était 11. L'affirmation dit que 20% des médailles obtenues par la France est en or. Donc on calcule 20% de 54. Alors 20% de 54, c'est 0,2 fois 54, ce qui nous donne une valeur de 10,8. Bon. Alors, effectivement, là, on peut se poser la question, 10,8, ce n'est pas 11, mais c'est à peu près 11, et on est proche de 11. Donc on peut dire que l'affirmation est vraie. Ensuite, la deuxième, donc là, c'était cette méthode-là, ou bien on aurait pu faire différemment, c'est-à-dire je calcule 11 divisé par 54, et je multiplie le résultat par 100, et ça me donnera environ 20,4, qui est à peu près 20%. L'affirmation 2, la médiane du nombre de médailles d'argent obtenues par ces 15 pays est 29. Pour répondre à ces questions, on va tout d'abord ranger cette colonne par ordre croissant. Donc, on va obtenir, d'abord, on a d'abord 1. Ensuite,
On aura 11, 12, 15 3 fois, 17, 20, 29 2 fois, 33, 36, 38, 47 et enfin 60. Donc là, on a grand N égale 15, on a 15 médailles. Donc ça veut dire que la médiane se trouve à la N plus 1 sur 2 e position. Ici, comme n égale 15, donc on aura n plus 1 sur 2 égale 15 plus 1 sur 2, 16 sur 2. Donc la médiane, c'est la 8e position. On revient ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voici la médiane. Donc la médiane est bien 20. Donc, comme eux, ils ont dit que c'est 29, donc c'est faux. L'affirmation 2 est faux. Enfin, on passe à la 5e question. Donc la 5e question, je vous lis là, réponse fausse. Alors, la 5e question, on vous dit qu'aux Jeux paralympiques de Rio en 2016, la prime pour une médaille française était de 50 000 euros. Pour ceux de Tokyo en 2021, cette prime était de 65 000 euros. Quel est le pourcentage de cette prime entre 2016 et 2021? Donc le pourcentage, T en pourcent, c'est quoi? C'est la valeur finale moins la valeur initiale sur la valeur initiale fois 100 en pourcentage. Donc là, on remplace. Donc la valeur finale ici, c'était 65 000. La valeur initiale, c'était 50 000. On divise par 50 000. Et on multiplie tout par 100. Et on obtient le pourcentage d'augmentation égal à 30%. Et voilà, concernant ce 3e exercice. Alors, dans ce 4e exercice, on vous donne d'abord ici une boutique en ligne vend des photos et affiche les tarifs suivants. Alors, si on a des photos de 1 à 100, alors c'est 17 centimes par photo. Si on a plus de 100, on a 17 euros pour l'ensemble des 100 premières photos. Et ensuite 13 centimes par photo supplémentaire. Alors, et on me demande, dans la question 1A, quel est le prix à payer pour 35 photos? Alors, puisque là, j'ai 35 photos, et 35, c'est de 1 à 100, donc on a 17 centimes par photo. Donc on aura, on va payer, donc c'est 35 fois 0,17 qui me donne 5,95 euros pour 35 photos. Ensuite, dans la question B, on demande de vérifier que le prix payé pour 150 photos est de 23,50 euros. Alors, puisque j'ai 150, je suis dans cette partie-là. Donc on a 17 euros pour l'ensemble. Donc c'est 17. À laquelle on rajoute 13 centimes par photo supplémentaire. Donc là, c'est 13 centimes
c'est 0,13 fois 50. Donc ça me donne 17 plus 6,5, qui me donne bien 23,50 €. Et enfin, pour la question C, on dispose d'un budget de 10 €. Combien de photos peut-on commander au maximum? Donc il suffit de, puisque j'ai 10 €, donc là, on va faire une division. Alors là, c'est la question qui va se poser, je vais diviser quoi par quoi? Alors, quand on regarde bien ici, plus de 100 photos, je paie de toute façon 17 € plus quelque chose. Là, je dispose de 10 €, donc forcément, je ne vais pas avoir plus de 100 photos, donc je vais avoir moins de 100 photos. Et donc, comme c'est 10 centimes par photo, on va diviser 10, hein, par 0,17. Si j'effectue cette division, on va avoir 10 égale 0,17 fois 58. Il va me rester 14 centimes. Donc, avec 10 €, on pourra commander 58 photos. Passons maintenant à la question 2. Alors dans cette question, on vous dit qu'on a commencé à construire un programme qui permet de calculer le prix à payer en fonction du nombre de photos commandées. Donc information, le programme comporte 3 variables, effectivement, c'est NB photos, ou dire nombre de photos commandées, ND photos supplémentaires, nombre de photos commandées au-delà de 100 premières photos, et ensuite le prix. Donc là, la deuxième ligne, c'est nombre de photos à commander, mettre la réponse à nombre de photos, et après on a les conditions. Alors, on vous demande que par quelle valeur peut-on compléter les instructions ligne 4, 5 et ensuite 8. Alors, on a bien évidemment ici de 1 à 100 photos, 17 centimes, plus de 100. Donc forcément, si je veux la condition, donc ligne 4, nombre de photos plus petit que 100. Ici, c'est ce que je vais mettre là. Ensuite, mettre le prix. On sait très bien que dans la ligne 4, on multiplie 17 centimes. Donc, dans la ligne 5, nombre de photos, le étoile, c'est 0,17. Enfin, la ligne 8, puisque dans la ligne 8, je suis dans le sinon. Sinon, c'est le contraire de ça. Donc, si le nombre de photos était plus petit que 100, sinon, c'est-à-dire qu'il est plus grand que 100. S'il est plus grand que 100, c'est 17 € plus 13 centimes par photo. Donc là, c'est plus 13 centimes par photo. Donc là, c'est 17. Voilà pour la question 2. Passons maintenant à la question 3. Dans la question 3, on vous dit qu'en période de solde, le site offre une réduction de 30% sur le prix à payer pour une commande supérieure à 20 €. Alors, calculez le prix à payer pour 150 photos en période de solde. Alors, on me demande, on dit qu'il y a une réduction de
30%. Donc quand on dit réduction de 30%, ça veut dire que je vais multiplier par 1 moins 0,3 qui est égal à 0,7. C'est le coefficient multiplicateur. Alors, 150 photos. On avait vu dans la question B que 150 photos, c'était 23,50 €. Donc, on va prendre 23,50 € que je multiplie par 0,7 et qui me donne 16,45 €. Donc, en période de solde, le prix de 150 photos est de 16,45 €. Ensuite, à la question B, on vous dit que dans cette question, aucune justification n'est demandée. On modifie le programme pour qu'il donne le prix à payer en période de solde en insérant le bloc, celui-là, entre les lignes 8 et 9. C'est-à-dire, on va l'insérer ici. Dans les lignes suivantes, indiquez une proposition qui convient pour compléter la case vide, c'est-à-dire celle-là. Est-ce que c'est le prix moins 30? Est-ce que c'est le prix fois 30 divisé par 100? Est-ce que c'est le prix moins, entre parenthèses, prix fois 3? Ou bien prix fois 0,7? Alors, ici, déjà, on a une certaine réponse, puisque dans le A, c'est multiplié par 0,7. Donc, proposition 4, 4 convient, puisque c'est ce qu'on vient de faire. Mais est-ce que c'est la seule? Ben non, parce que, bon, déjà, en V30, c'est pas possible. Multiplié par 30 divisé par 100, c'est pas possible. Par contre, si je prends la proposition 2, elle convient aussi. Pourquoi? Parce que c'est le prix, moins, entre parenthèses, le prix fois 0,3. En fait, là, qu'est-ce qu'on fait? On calcule 30% du prix, et ensuite, bah, j'enlève du prix final, prix de départ. Donc, les deux convenaient. Maintenant, passons au dernier exercice. Alors, dans ce dernier exercice, on vous dit que l'ISS, International Space Station, est une station spatiale internationale placée en orbite autour de la Terre. Dans la question 1, dans la journée du 21 juin, l'ISS est placé à la verticale de Canberra, en Australie, c'est là. Puis à la verticale de Miami est là. Donc, à l'aide du planisphère ci-dessous, donne les coordonnées géographiques de ces deux villes avec la précision permise, bien évidemment, par le graphique. Alors, donc on regarde Miami. Donc Miami, c'est à 80 degrés ouest et à peu près 25 degrés nord. Donc on écrit tout simplement Miami. « 80 degrés ouest et 25 degrés nord. Passons maintenant à l'autre ville, en Australie. Canberra, il est là. Donc, Canberra, je suis à peu près à 150 degrés est et environ 35 degrés sud. Et on écrit Canberra.
150 degrés est et 35 degrés sud. Alors bien évidemment, c'est avec la précision, hein. Donc tout dépend de la lecture graphique. Mais bon, on voit bien que là, c'est à peu près 35. Donc celui qui va dire 33, 34, hein, ça fonctionne aussi, hein. Voilà concernant la première question. Alors là, ici, on a représenté la Terre, ici ça, et le satellite. Alors on considère que la Terre, assimilée à une sphère de rayon 6371 km, l'orbite de l'ISS est un cercle de même centre que celui de la Terre, et il tourne autour de la Terre à une altitude de 380 km. Donc on demande de montrer que l'ISS parcourt environ 42 400 km pour effectuer un tour complet de la Terre. Bon, un tour complet, ça veut dire que là, c'est le périmètre. Donc on sait très bien que le périmètre d'un cercle, c'est 2π fois le rayon. Alors ici, le rayon, c'est tout ça. Donc c'est 6300, donc le rayon ici, R égale 6371, à laquelle on rajoute les 380 qui me donne 6751. Donc, le périmètre de l'ISS, de l'orbite de l'ISS, est de fois pi fois le 6751 qui me donne 13 502 pi. Qui, en le faisant l'arrondi à l'unité, ça me donne environ 42 418 km. Alors j'attire votre attention sur deux points. Là égale, parce que je mets pi. Là égale, parce que je mets pi. Là ensuite, on remplace le pi par la calculatrice, et ça me donnera cette valeur. Alors, puisque je suis à 42 418, on est bien d'accord que 42 418, donc on a bien environ 42 400 km. Donc l'ISS fait bien environ 42 400 km. Passons maintenant à la question 3. Alors dans la question 3, on a deux questions, petit a et petit b. Alors là, dans la question, on estime que l'ISS tourne autour de la Terre avec une vitesse moyenne de 27 600 km/h. Montrer qu'il faut environ 1h32 minutes à l'ISS pour effectuer un tour complet de la Terre. Donc on sait très bien que la vitesse égale la distance divisée par le temps. Donc ça veut dire que le temps égale la distance divisée par la vitesse. La distance, on l'a, c'est environ 42 400. Et le temps, et la vitesse, pardon, elle est de 27 600. Alors, si on fait ce calcul-là, on aura le temps, c'est à peu près 1,54 heures. Sachant que, donc c'est 1 heure plus 0,54 fois 60 minutes, qui me donne 1 heure et 32 minutes. Donc il faut bien 1 heure 32 minutes pour effectuer un tour complet autour de la Terre. Et enfin, la dernière question. Donc là, on vous dit que le 19 juin, à 14h30 et à 21h45, le spationaute français Thomas Pesquet a effectué une sortie extravéhiculaire en restant attaché à l'ISS. Durant cette sortie, combien de fois Thomas Pesquet a-t-il fait le tour complet de la Terre? Alors déjà, on va calculer le temps que Thomas Pesquet est resté à l'extérieur. Donc la durée
de sortie de Thomas Pasquier. Donc là, c'était 21h45 moins 14h30, ce qui nous donne 7h15. Donc 7h15, ça fait 7 fois 60 plus 15, qui est égal à 435 minutes. On a vu tout à l'heure que l'ISS fait 1h32, qui est égal à peu près à 92 minutes pour faire le tour complet de la Terre. Donc il suffit de faire une division euclidienne, 435 division euclidienne par 92. Ah, ça va me donner le résultat, c'est 4. Le quotient égale 4. Et le reste égale 67. Donc ça veut dire que Thomas Pasquier a fait 4 fois le tour de la Terre durant sa sortie. Et voilà le travail.